Personne au village de Boundiali n'avait prévu que ce matin-là, quand Aïcha Traoré ramassa ce collier scintillant dans les ruines du vieux palais, elle briserait les barrières du temps lui-même et plongerait deux époques dans un chaos dont les répercussions entraient cette génération. Le bijou brillait d'un éclat qui n'appartenait à aucun métal connu, pulsant comme un cœur vivant entre ses doigts tremblants, et quand elle le porta à son cou, la terre sous ses pieds sembla se dérober, le ciel se fissurer, et les 1000 ans qui séparaient son époque de celle des grands empereurs du Mali s'effaçaient d'un coup. Mais était-ce vraiment un hasard si Aïcha avait été attirée vers ces ruines interdites ce matin-là? Était-ce un accident si elle seule avait pu voir le collier alors que des dizaines d'archéologues l'avaient cherché en vain pendant des décennies? Et pourquoi, au moment où le bijou toucha sa peau, entendit-elle distinctement la voix de son arrière-grand-mère décédée qui murmurait « Enfin, tu es venu accomplir ce que j'ai échoué à faire ?» 3 signes mystérieux avaient marqué cette aube fatidique dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les tambours sacrés du temple ancestral s'étaient mis à battre seuls dans la nuit, les baobabs millénaires avaient fleuri hors saison, et tous les puits du village s'étaient taris simultanément à l'exception de celui qui se trouvait exactement au centre du vieux palais en ruine. Les anciens parlaient à voix basse d'une prophétie oubliée concernant celle qui marcherait entre les époques, tandis que les devins scrutaient les entrailles des poulets sacrifiés avec une inquiétude grandissante. Quelque chose d'immense se préparait, quelque chose qui dépasserait l'entendement humain et bouleverserait l'ordre cosmique établi depuis des millénaires. Boundiali s'éveillait chaque matin dans la douceur de la savane ivoirienne, entre les chants des tisserands dorés et les appels du muezzin qui résonnaient depuis la mosquée de terre crue. L'air embaumait le karité grillé, les feuilles de thé de Gambie et la fumée des fours de potières qui façonnaient leurs jarres aux formes héritées des ancêtres. Le marché du vendredi transformait la place centrale en un festival de couleurs chatoyantes, pagne-kita aux motifs géométriques, bijoux en or de Kong, épices venues du Sahel, calebasses sculptées par les maîtres artisans de la région. Au cœur de cette harmonie vivait Aïcha Traoré, 24 ans, la plus brillante étudiante en archéologie de l'université de Bouaké. Revenue au village pour ses recherches de thèse sur l'empire du Kong, elle possédait cette rare combinaison d'intelligence académique moderne et de respect profond pour les traditions ancestrales. Ses parents, instituteurs progressistes, l'avaient élevée dans l'amour des livres et de la culture, mais sa grand-mère, Mama Fatoumata, lui avait transmis les secrets oraux de leur lignée, les chants sacrés, les rituels de protection, la connaissance des plantes médicinales et surtout, la capacité mystérieuse de voir au-delà du visible. Aïcha était différente des autres filles de son âge. Depuis l'enfance, elle faisait des rêves étranges où elle se voyait évoluant dans des palais somptueux, vêtue de robes d'or, conversant en bambara ancien avec des personnages qui ressemblaient aux statues des musées. Ces visions l'avaient poussée vers l'archéologie, espérant y trouver une explication rationnelle à ces images troublantes. Elle vivait dans la maison familiale, une concession moderne mais respectueuse des codes traditionnels, où sa chambre débordait de livres d'histoire, de cartes anciennes et d'objets trouvés lors de ses fouilles. Bakary Koulibaly, le fils du chef de village, était secrètement amoureux d'Aïcha depuis l'adolescence. Ingénieur de formation mais profondément attaché aux traditions de son peuple, il admirait chez elle cette capacité unique à faire le pont entre le moderne et l'ancestral. Il l'aidait souvent dans ses recherches, utilisant ses connaissances techniques pour analyser les objets qu'elle découvrait. Leurs longues conversations sous le grand capoquier de la concession familiale étaient ponctuées de rires complices et de débats passionnés sur l'avenir de l'Afrique. Le village comptait aussi des figures emblématiques, Dioula Fofana, le griot centenaire dont la mémoire contenait 10 siècles d'histoire orale, capable de réciter les généalogies royales sur 40 générations. Mama Aminata, la guérisseuse au pouvoir reconnu dans toute la région, qui diagnostiquait les maux de l'âme en lisant dans les coris et préparait ses remèdes selon des recettes transmises depuis l'époque de Sundiata. Et puis il y avait Sédou le forgeron, gardien des secrets du fer et du feu, dont les outils et bijoux étaient réputés posséder des propriétés magiques. Depuis quelques semaines, cependant, Aïcha était obsédée par ses recherches sur le vieux palais en ruine situé à la périphérie du village. Selon la tradition orale rapportée par Dioula, ce palais avait appartenu à Naba Iri, un roi guerrier du XIe siècle qui avait régné sur un royaume prospère avant de disparaître mystérieusement avec toute sa cour. Les légendes parlaient d'un trésor caché, mais aussi d'une malédiction qui frappait quiconque tentait de profaner les lieux. Malgré les mises en garde de sa famille, Aïcha y retournait chaque jour, poussée par une force irrésistible qu'elle ne parvenait pas à expliquer rationnellement. Ce vendredi matin,
Alors que l'harmattan soufflait ses vents chargés de poussière dorée sur la savane, Aïcha se dirigea une fois de plus vers les ruines du palais de Nabahiri. Elle avait passé la nuit à étudier des cartes anciennes trouvées aux archives de Bouaké, qui mentionnaient l'existence d'une chambre secrète dans les fondations du bâtiment principal. Armée de sa truelle, de ses pinceaux et de son détecteur de métaux, elle était déterminée à percer enfin le mystère qui l'obsédait. En arrivant sur le site, elle remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. L'atmosphère semblait plus dense, chargée d'une électricité mystérieuse qui faisait se dresser les cheveux sur ses bras. Les oiseaux s'étaient tus, les insectes avaient disparu, et seul le bruissement du vent dans les herbes hautes brisait le silence oppressant. Plus troublant encore, elle découvrit qu'une partie du mur qu'elle avait examiné la veille s'était effondrée pendant la nuit, révélant une ouverture béante qui semblait aspirer la lumière du jour. Sans hésiter, Aïcha s'engagea dans le passage obscur, sa lampe frontale éclairant des fresques murales d'une beauté stupéfiante, des scènes de guerre et de paix, des cérémonies rituelles, des cortèges royaux peints avec des pigments qui avaient conservé leur éclat malgré les siècles. Au bout d'un couloir qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre, elle découvrit une chambre circulaire dont les murs étaient entièrement recouverts d'or. Au centre, sur un piédestal de granit noir, reposait un coffre sculpté dans l'ivoire le plus pur. Quand elle ouvrit le coffre, ses mains tremblèrent. À l'intérieur, sur un coussin de soie rouge encore intact, brillait le plus beau collier qu'elle ait jamais vu. Composé de perles d'or alternant avec des pierres précieuses inconnues qui pulsaient d'une lumière interne, il semblait vivant, battant au rythme d'un cœur invisible. Gravés sur les perles dorées, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas mais qui lui paraissaient étrangement familiers, comme si elle les avait déjà vus dans ses rêves d'enfance. C'est alors que se produisirent les 3 révélations qui basculèrent son destin. D'abord, elle réalisa que les pierres précieuses du collier n'étaient pas des gemmes ordinaires mais des fragments de météorites, portant en elles la mémoire du cosmos. Ensuite, quand elle toucha le bijou, les fresques murales s'animèrent sous ses yeux, lui révélant la véritable histoire du roi Nabahiri. Il n'avait pas disparu, mais avait utilisé ce même collier pour voyager dans le temps et tenter de sauver son royaume d'une catastrophe annoncée par ses devins. Enfin, et c'était le plus terrifiant, elle comprit que la voix qu'elle entendait depuis son enfance n'était pas celle de son arrière-grand-mère, mais celle de Nabahiri lui-même qui l'appelait à travers les siècles. Le compte à rebours s'enclencha quand elle porta instinctivement le collier à son cou. Les pierres de météorites s'illuminèrent d'un éclat aveuglant, les murs de la chambre se mirent à vibrer, et une voix masculine, profonde et autoritaire, résonna dans son esprit: « Princesse Aïcha, héritière de mon sang royal, le temps est venu d'accomplir la prophétie. Tu dois venir dans mon époque pour empêcher la catastrophe qui détruira notre lignée et condamnera l'Afrique de l'Ouest à 1000 ans de souffrance. » Au moment où le collier toucha la peau d'Aïcha, la réalité commença à se fissurer autour d'elle. D'abord, elle ne perçut que de subtils changements, l'air de la chambre souterraine devint plus chaud et plus humide, chargé d'essences inconnues qui rappelaient l'encens et les fleurs exotiques. Les fresques murales semblèrent prendre vie, leurs couleurs s'intensifiant jusqu'à paraître fraîchement peintes. Puis, progressivement, les sons du monde moderne s'estompèrent, plus de vrombissements lointains des moteurs, plus de bourdonnements électriques, plus d'avions dans le ciel. À la place s'élevaient des mélodies de harpe et de balafon, des chants en langues anciennes, des appels de bêtes qu'elle ne reconnaissait pas. Aïcha tenta d'abord de rationaliser ces phénomènes. Peut-être souffrait-elle d'hallucinations causées par les vapeurs souterraines, ou d'une crise de paludisme mal soignée? Mais quand elle voulut retirer le collier, ses mains passèrent au travers comme s'il était devenu immatériel. Le bijou avait fusionné avec son corps, ses perles d'or pulsant désormais au rythme de son cœur. Plus troublant encore, son reflet dans le métal poli des murs montrait désormais une jeune femme vêtue de soie précieuse et parée de bijoux somptueux, comme si ses vêtements modernes se transformaient lentement en habits d'époque. La voix de Nabahiri devint plus pressante dans son esprit: « Ma fille, ne résiste pas au processus. Le collier des temps croisés ne fait qu'un avec ton essence royale. Tu es la dernière de notre lignée à posséder le sang pur nécessaire au voyage temporel. Mais attention, chaque seconde passée entre les époques affaiblit la barrière qui sépare le passé du présent. Si tu ne me rejoins pas rapidement, les 2 réalités temporelles risquent de s'effondrer l'une sur l'autre. » Cette révélation glaça le sang d'Aïcha. Elle comprit qu'elle n'était pas simplement en train de voyager dans le temps, mais qu'elle servait de pont vivant entre 2 époques.
Sa présence même dans ce lieu intermédiaire créait une instabilité cosmique dont elle ne mesurait pas encore toutes les conséquences. Pour confirmer ses craintes, elle commença à voir des images fantomatiques se superposer à la réalité, des guerriers en armures ancestrales traversaient les murs de pierre, des femmes en robes d'or flottaient dans les couloirs, des enfants royaux jouaient avec des jouets d'ivoire dans des cours qui n'existaient plus. Bakary, inquiet de ne pas la voir revenir, était parti à sa recherche et l'avait trouvée dans la chambre souterraine, mais il ne la voyait plus de la même façon. Pour lui, Aïcha était devenue translucide, comme un fantôme lumineux qui vacillait entre l'existence et le néant. Quand il tenta de la toucher, sa main traversa son corps. « Aïcha! Qu'est-ce qui t'arrive ? Réponds-moi, cria-t-il, mais elle ne l'entendait que comme un écho lointain. Elle essaya de lui parler, mais ses mots semblaient se perdre dans un autre siècle. Dioula Fofana, alerté par Bakary, arriva en trombe dans les ruines. Le vieux griot reconnut immédiatement les signes du « grand passage » dont parlaient les légendes les plus secrètes de son peuple. « Elle porte le collier de Nabahiri », murmura-t-il avec terreur. « Elle est en train de traverser le voile des siècles. Mais si elle ne revient pas avant la prochaine lune, elle sera perdue à jamais, et notre époque risque de subir les contre-coups de son voyage. » Cette première victoire apparente, avoir trouvé le trésor légendaire, se révélait être le début d'un piège temporel dont personne ne maîtrisait les règles. Les manifestations surnaturelles s'amplifièrent de façon exponentielle. Aïcha se retrouvait désormais projetée par intermittence dans le XIe siècle, où elle découvrait le royaume de Nabahiri dans toute sa splendeur. Le palais en ruine de son époque redevenait soudain un édifice somptueux aux tours dorées, aux jardins luxuriants irrigués par des canaux sophistiqués, aux salles de réception ornées de tapisseries en fibres d'or. Elle voyait des courtisans élégants déambuler dans des corridors de marbre, des serviteurs porter des plateaux d'argent chargés de mets inconnus, des musiciens jouer des mélodies d'une beauté envoûtante sur des instruments qu'elle ne reconnaissait pas. Mais ces visions n'étaient pas que des images passives. Aïcha interagissait réellement avec les habitants du passé, qui la reconnaissaient comme la princesse prophétisée venue du futur. Elle découvrit avec stupéfaction qu'elle maîtrisait parfaitement le bambara ancien, comme si cette langue morte depuis des siècles était inscrite dans ses gènes. Plus troublant encore, elle possédait des connaissances sur les coutumes, l'étiquette royale et les secrets de la cour qu'elle n'avait jamais apprises. Son corps lui-même se transformait, sa peau prenait l'éclat doré des nobles de l'époque, ses cheveux s'allongeaient et se paraient de tresses sophistiquées, ses traits se affinaient selon les canons de beauté du XIe siècle. L'alliance avec Nabahiri se noua naturellement quand ils se rencontrèrent enfin face à face dans la salle du trône du palais temporel. Le roi était un homme d'une quarantaine d'années, à la prestance imposante et au regard perçant, mais Aïcha décela immédiatement en lui une profonde mélancolie. « Ma fille venue du futur », lui dit-il en la prenant dans ses bras avec une tendresse paternelle surprenante, « tu es l'accomplissement d'une prophétie vieille de 1000 ans. Mes devins m'avaient annoncé qu'une descendante de mon sang viendrait d'un siècle lointain pour m'aider à sauver notre peuple d'une catastrophe imminente. » La révélation choquante sur les véritables enjeux vint quand Nabahiri lui montra les cartes secrètes de ses espions. Une coalition de royaumes rivaux, menée par un sorcier maléfique nommé Bakary le Maudit, préparait une invasion massive qui ne visait pas seulement à détruire le royaume de Kong, mais à effacer magiquement toute trace de la grandeur africaine des mémoires futures. Si Bakary réussit son rituel de malédiction temporelle, expliqua Nabahiri, non seulement mon royaume sera détruit, mais tous les accomplissements de nos descendants, tes universités, tes villes modernes, tes découvertes scientifiques, n'auront jamais existé. L'Afrique restera éternellement dans l'obscurité. C'est alors que se produisit la trahison la plus inattendue. Aminata, la guérisseuse que Aïcha avait toujours considérée comme une seconde grand-mère, apparut soudainement dans le palais temporel, mais sous sa véritable identité, elle était en réalité l'incarnation moderne de la sorcière Farimata, l'alliée principale de Bakary le Maudit au XIe siècle. « Tu pensais vraiment que c'était un hasard si tu avais trouvé le collier, ma chère enfant ? Ricana-t-elle. Je t'ai guidé vers lui depuis ton enfance, implantant dans tes rêves les images du palais, te poussant vers l'archéologie, t'attirant vers ses ruines. Tu n'es qu'un pion dans un plan millénaire. » La fuite éperdue qui suivit cette révélation propulsa Aïcha dans un labyrinthe temporel où passé et présent se mélangeaient de façon chaotique. Poursuivie simultanément par les guerriers de Bakary le Maudit dans le XIe siècle et par les hommes de main d'Aminata dans l'époque moderne, elle courait à travers des couloirs qui changeaient d'époque à chaque tournant.
Tantôt elle franchissait une porte pour se retrouver dans la savane du présent, tantôt elle débouchait dans une cour pavée d'or du palais ancien. Le sacrifice douloureux mais nécessaire fut d'abandonner définitivement tout espoir de retour normal à son époque, elle devait accepter de vivre entre les siècles pour pouvoir les sauver tous les deux. Au plus profond de cette course temporelle, Aïcha se retrouva face à face avec Bakari le maudit lui-même dans un lieu qui n'existait dans aucune époque, le temple du temps figé, une construction mystique située exactement entre le XIe et le XXIe siècle. Le sorcier était un être terrifiant, mi-humain mi-démon, dont le corps oscillait entre plusieurs âges simultanément. Parfois jeune guerrier aux muscles saillants, parfois vieillard décrépit aux os apparents, parfois squelette animé par une flamme maléfique, il incarnait la corruption du temps lui-même. Petite princesse perdue, siffla-t-il de sa voix qui résonnait comme un écho venu des profondeurs de l'enfer, tu arrives trop tard. Mon rituel est presque achevé. Dans quelques instants, l'histoire elle-même sera réécrite. L'Afrique n'aura jamais connu ni grandeur ni prospérité. Tes ancêtres seront morts dans l'ignorance, tes descendants naîtront dans l'esclavage éternel, et toi, tu seras effacé de l'existence comme si tu n'avais jamais vécu. C'est alors qu'Aïcha découvrit les liens familiaux qui l'unissaient à cette malédiction millénaire. Bakari le maudit n'était pas un ennemi extérieur à sa lignée, il était son propre ancêtre, le frère aîné de Nabahiri qui avait été déshérité pour ses pratiques de sorcellerie noire. La guerre entre les deux royaumes était en réalité une guerre fratricide dont les répercussions avaient traversé 1000 ans d'histoire familiale. Tu comprends enfin, petite nièce ? Tu portes en toi le sang des deux frères ennemis. C'est pour cela que tu es la seule à pouvoir voyager dans le temps, mais c'est aussi pour cela que tu es condamnée à choisir entre eux. Le piège mortel se révéla dans toute son ampleur quand Bakari lui montra l'issue apparemment impossible de la situation. Pour empêcher la malédiction temporelle, elle devait sacrifier soit le passé soit le présent. Sauver le royaume de Nabahiri signifiait condamner son époque moderne à ne jamais exister. Préserver son monde contemporain impliquait d'accepter la destruction du royaume ancestral et donc l'effacement de toute la grandeur historique africaine. Choisis, ma nièce. Tu ne peux sauver les deux époques. Le temps lui-même refuse cette contradiction. La mort apparente de Nabahiri survint quand le roi guerrier, tentant de protéger sa descendante, se jeta sur son frère maudit dans un combat titanesque qui fit trembler les fondations du temple temporel. Les deux frères, luttant avec l'énergie du désespoir, s'entretuèrent dans une étreinte mortelle, leur corps se désintégrant dans une explosion de lumière dorée qui sembla aspirer toute la magie du lieu. Aïcha se retrouva seule, face à un choix cosmique qui dépassait l'entendement humain, avec pour seule compagnie l'écho des derniers mots de Nabahiri, « Ma fille, souviens-toi que l'amour transcende le temps. La solution n'est ni dans le passé ni dans le présent, mais dans l'éternité de l'âme africaine. » La découverte du secret ancestral ultime jaillit quand Aïcha toucha les corps enlacés des deux frères morts. Le collier des temps croisés révéla sa véritable nature, il n'avait pas été créé pour voyager dans le temps, mais pour fusionner les époques en une seule réalité temporelle harmonieuse. La guerre fratricide, la malédiction, les voyages temporels, tout cela n'était que les symptômes d'un temps brisé qui cherchait à se reconstituer. Le point de rupture psychologique d'Aïcha fut de comprendre qu'elle n'était pas venue sauver le passé ou le présent, mais transcender la notion même de temps linéaire pour créer une réalité où toutes les époques coexisteraient en paix. Le premier retournement de situation surgit quand Aïcha réalisa que la mort des deux frères n'était pas une tragédie mais une libération. Leurs âmes, enfin réconciliées dans la mort, fusionnèrent pour créer une entité temporelle bienveillante qui lui transmit la connaissance ultime. Le secret pour maîtriser le collier des temps croisés ne résidait ni dans la magie ni dans la science, mais dans l'acceptation totale de son héritage complexe. Elle devait embrasser simultanément sa nature moderne et ancestrale, devenir un pont vivant non pour choisir entre les époques, mais pour les unir. Le deuxième retournement révéla que Aminata Farimata, la sorcière traîtresse, n'était pas entièrement maléfique. Sa collaboration avec Bakari le maudit était en réalité un sacrifice millénaire, elle avait accepté de jouer le rôle de la méchante pour guider Aïcha vers sa destinée. « Ma petite fille », lui avoua-t-elle en reprenant sa forme bienveillante de guérisseuse, « j'ai porté le fardeau de la haine pendant 1000 ans pour que tu puisses porter celui de l'amour. Toutes mes actions, même les plus cruelles, n'avaient qu'un but, te préparer à ce moment ultime où tu devras choisir non entre le bien et le mal, mais entre l'amour et la peur. » Le troisième retournement fut le plus stupéfiant,
le temple du temps figé n'était pas un lieu mystique extérieur, mais la manifestation physique de l'âme d'Aïcha elle-même. Tout ce voyage temporel avait eu lieu dans son propre esprit, dans cette partie de la conscience humaine où coexistent tous les temps, tous les possibles, toutes les mémoires ancestrales. Elle était à la fois l'archéologue moderne, la princesse ancestrale, la descendante des deux frères ennemis, et la synthèse créatrice capable de résoudre leurs conflits millénaires. L'explication ultime bouleversa sa compréhension de l'existence. Le collier des temps croisés était en réalité un fragment de la première étoile qui avait brillé au-dessus de l'Afrique, tombé sur Terre au moment où les premiers humains avaient levé les yeux vers le ciel. Ce météorite cosmique portait en lui la mémoire de l'univers entier et avait choisi le continent africain comme gardien de cette sagesse temporelle. Chaque époque de grandeur africaine avait été guidée par ce collier, et chaque période de souffrance correspondait à ces moments d'absence ou de mauvais usage. Les émotions atteignirent leur paroxysme quand Aïcha dut affronter le dilemme moral ultime, utiliser le pouvoir du collier pour créer une Afrique utopique où toutes les époques fusionneraient en une synthèse parfaite, mais risquer de détruire le libre arbitre de l'humanité en imposant une vision unique de l'histoire, ou préserver la complexité temporelle naturelle avec ses souffrances et ses grandeurs alternées, mais accepter que les erreurs du passé continuent à hanter le présent. La confrontation finale n'opposa plus Aïcha à des ennemis extérieurs, mais à elle-même, à toutes les versions d'elle-même à travers les âges. Elle dut lutter contre Aïcha la révoltée qui voulait utiliser le collier pour détruire tous les oppresseurs de l'histoire africaine, contre Aïcha la sage qui prônait l'acceptation passive du destin, contre Aïcha la scientifique qui cherchait à rationaliser et contrôler le mystère temporel, contre Aïcha la traditionnaliste qui voulait rejeter tout progrès moderne. Le sacrifice héroïque prit une forme inattendue. Plutôt que de choisir une seule version d'elle-même, Aïcha décida de les accepter toutes simultanément. Elle se fragmenta volontairement en multiples incarnations temporelles, chacune gardant une époque différente de l'histoire africaine, maintenant l'équilibre cosmique par sa présence distribuée à travers les siècles. Ce choix la condamnait à ne plus jamais exister entièrement dans une seule époque, mais garantissait l'harmonie temporelle pour l'éternité. Les conséquences cosmiques de cette décision se manifestèrent par la création d'un nouveau type de temps, le temps africain, cyclique plutôt que linéaire, où passé, présent et futur se nourrissent mutuellement dans une danse éternelle de renaissance et de régénération. Le collier se transforma en une constellation visible uniquement depuis l'Afrique, guidant les destinées du continent avec la sagesse de tous les âges réunis. Les conséquences du sacrifice d'Aïcha transformèrent à jamais la nature même du temps en Afrique. Dans tous les villages, de la Mauritanie au Cap, les habitants commencèrent à rapporter des phénomènes extraordinaires. Les vieillards retrouvaient dans leurs rêves la mémoire de vies antérieures vécues dans des royaumes oubliés, les enfants naissaient avec des connaissances ancestrales inexplicables, les artisans découvraient spontanément des techniques perdues depuis des siècles. Le continent entier sembla se réveiller d'un long sommeil historique, récupérant progressivement la conscience de sa grandeur passée. À Boundiali, le village natal d'Aïcha, les changements furent particulièrement spectaculaires. Le vieux palais en ruine se transforma graduellement, non pas en reconstruction physique, mais en superposition temporelle visible. Les visiteurs pouvaient voir simultanément les vestiges modernes et le palais d'or du XIe siècle, selon leur capacité à percevoir les différentes couches du temps. Bakary Coulibaly, qui avait perdu son amour dans l'aventure temporelle, découvrit qu'il pouvait communiquer avec les différentes incarnations d'Aïcha à travers les âges, recevant d'elle des messages d'espoir et de sagesse qui l'aidèrent à devenir le leader visionnaire dont son peuple avait besoin. Dioula Fofana, le vieux griot, vit sa mission se transformer radicalement. Au lieu de simplement préserver les histoires du passé, il devint le narrateur du présent éternel, capable de raconter des histoires qui se déroulaient simultanément dans plusieurs époques. Ces récits prirent une dimension prophétique, en racontant les aventures d'Aïcha, il guidait inconsciemment d'autres jeunes gens vers leur propre destinée temporelle, car le sacrifice de la jeune archéologue avait ouvert des voies mystérieuses pour tous ceux qui possédaient le sang des anciens royaumes. La transformation irréversible d'Aïcha eut des répercussions bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Dans les universités du monde entier, les archéologues et historiens spécialisés dans l'histoire africaine commencèrent à faire des découvertes extraordinaires, des artefacts qui n'existaient pas la veille apparaissaient dans les collections, des textes anciens se révélaient soudainement lisibles avec des traductions qui s'écrivaient d'elles-mêmes, des sites archéologiques dévoilaient des trésors qui réécrivaient complètement l'histoire de la grandeur africaine précoloniale. Certains chercheurs rapportaient même avoir vu une jeune femme mystérieuse les guider vers leurs découvertes les plus importantes.
La leçon de vie profonde qui émergea de cette épopée temporelle résidait dans la compréhension que nous sommes tous les héritiers de multiples époques. Chaque être humain porte en lui la mémoire génétique et spirituelle de ses ancêtres, et notre mission n'est pas de choisir entre tradition et modernité, mais d'harmoniser ces héritages multiples pour créer un futur qui honore le passé tout en l'enrichissant. Aïcha avait prouvé que les apparentes oppositions temporelles ne sont que des illusions créées par notre perception limitée du temps. L'épilogue de cette histoire trouve sa résonance dans notre époque contemporaine. Aujourd'hui encore, dans les marchés aux puces et les sites archéologiques d'Afrique, on trouve parfois des bijoux mystérieux qui semblent pulser d'une vie propre. Les vendeurs âgés racontent aux touristes l'histoire d'Aïcha la temporelle, celle qui marche entre les siècles, et conseillent aux acheteurs imprudents de ne jamais porter un collier ancien sans d'abord s'assurer qu'ils sont prêts à assumer leur héritage ancestral dans toute sa complexité. La chute qui hante l'esprit réside dans cette question fondamentale qui nous interpelle tous. Si vous trouviez demain un objet mystérieux qui vous offrait la possibilité de corriger les erreurs du passé, auriez-vous le courage de l'utiliser en sachant que cela pourrait changer votre présent de façon irréversible ? L'histoire d'Aïcha nous rappelle que chaque choix a des conséquences cosmiques, et que parfois, la plus grande sagesse consiste à accepter la responsabilité de ces conséquences plutôt qu'à les fuir. Car au fond, nous cherchons tous notre propre collier des temps croisés, cet élément déclencheur qui nous révélera notre véritable destinée et nous donnera le pouvoir de transformer le monde. Mais comme l'a appris Aïcha à ses dépens, ce pouvoir n'est authentique que s'il est accompagné d'un amour assez grand pour englober toutes les contradictions de l'existence humaine. Et c'est ainsi que l'histoire d'Aïcha continue de briller dans notre constellation contemporaine, nous rappelant qu'entre hier et demain, il existe un présent éternel où tous les possibles coexistent, attendant qu'une âme assez courageuse les rassemble en une symphonie harmonieuse. Dans les nuits claires d'Afrique, quand on lève les yeux vers le ciel, on peut parfois apercevoir cette constellation nouvelle qui scintille différemment selon l'époque à laquelle notre cœur aspire. Les derniers témoins de cette aventure temporelle racontent qu'Aïcha n'a pas disparu, elle est devenue le temps lui-même, présente dans chaque seconde qui s'écoule, dans chaque souvenir qui ressurgit, dans chaque rêve d'avenir qui germe dans l'esprit des jeunes générations africaines. Elle est la gardienne éternelle de l'équilibre temporel, celle qui veille à ce que ni le passé ne soit oublié, ni le présent négligé, ni l'avenir compromis. Celui qui accepte de porter le poids de tous les temps devient lui-même intemporel, car il découvre que l'éternité n'est pas une durée infinie, mais un instant parfaitement vécu.